Donc, deux mots sur BirdLife et BirdLife en Europe. Donc, BirdLife International, c'est une organisation mondiale. Elle a des partenaires dans plus de 120 pays partout dans le monde. Et en France, on est représenté par la Ligue pour la protection des oiseaux, donc la LPO. Et moi, je travaille à un des 6 secrétariats régionaux de BirdLife à Bruxelles, qui est responsable pour les partenaires en Europe et en Asie centrale. À BirdLife, on travaille, et certainement à Bruxelles, on travaille beaucoup ensemble avec des autres ONG, par exemple le Bureau européen de l'environnement qui représente la FNE, mais aussi la WWF et beaucoup d'autres. Et on a une coopération dans le Green 10, donc le G10, disons, ou les 10 organisations vertes. Donc, dans ce cas, on est très proche. On a plusieurs projets de coopération avec des agriculteurs et des gens qui s'occupent de la gestion des paysages dans plusieurs pays en Europe. Et donc, je voudrais juste en mentionner quelques-uns, comme ça que vous compreniez un petit peu nos projets. Par exemple, en Belgique, notre partenaire en Wallonie travaille ensemble avec des agriculteurs pour produire la farine mélodieuse, dans laquelle il achète en fait une certaine partie de blé de plusieurs agriculteurs. Il les demande de faire une gestion particulière pour certaines espèces. Et comme cela, il aide à faire un marketing différent, à leur payer un petit peu plus, et aussi à faire une gestion qui est différente et avantageuse pour ces espèces d'oiseaux spécifiques. Puis en France, il y avait cette coopération avec la LPO sur la luzerne pour voir comment exactement les bandes dans la luzerne pouvaient être positives pour les oiseaux. En Angleterre, on a notre partenaire britannique, ils ont une ferme qui s'appelle Hope Farm, donc la ferme de l'espoir, dans laquelle ils ont acheté, il y a plus de 10 ans maintenant déjà, ils ont acheté une ferme classique dans une région plutôt au sud-est qui faisait du blé et plusieurs le colza et des produits comme ça. Ils ont montré qu'avec garder constamment les revenus et le montant qu'ils recevaient de leur culture, ils pouvaient même multiplier par 3 les différentes sortes d'oiseaux qu'ils avaient sur leur ferme. Et ce qu'ils font, c'est de montrer aux différents agriculteurs qui sont dans les environs de cette ferme comment ils peuvent changer leur gestion et comment ils pouvaient aussi travailler avec des différentes mesures d'agro-environnementales et tout ça pour que ces différentes espèces d'oiseaux pouvaient retourner à leur ferme. Puis, il y a beaucoup de nos partenaires en Europe qui sont impliqués dans le conseil et le monitoring des mesures agro-environnementales. Par exemple, en Espagne, ils ont fait un très grand projet de monitoring et ils sont très impliqués à contacter les agriculteurs qui sont dans ces paysages où il y a encore beaucoup d'espèces très rares, par exemple, pour essayer de les mettre ensemble et de travailler avec eux. En Espagne et en Italie aussi, ils travaillent beaucoup avec le riz, qui a aussi des atouts très spécifiques. En Espagne, ils ont aussi une ferme à riz, du riz bio, dans lequel ils font des expérimentations nouveaux pour montrer ce qu'ils pouvaient faire. Et aussi dans des autres pays, ils essayent de faire des marketing des produits locaux. Là-bas, par exemple, c'est pour le fromage. Et de nouveau, c'est lié à une gestion spécifique. Et puis, de vraiment essayer activement à avoir ces produits plus achetés par les gens. Donc, ce que sont les visions et les missions de BirdLife. Ici, j'ai pris un article du Monde de 2014 qui indique combien d'espèces et combien d'oiseaux on avait déjà perdus. Et la situation est vraiment troublante. Le déclin qui va jusqu'à 90% chez des espèces qui sont très communes. La perdrix grise, l'alouette des champs, le moineau, les tourneaux, sont des espèces que les gens ils connaissent bien, ou ils connaissaient bien en tout cas. Et ce qu'on voit que grâce à certaines sortes de mesures de conservation, on peut avoir des améliorations, mais ça ne se passe pas sur une échelle nécessaire. Pardon.
Il y a les tendances parallèles en Europe, donc certainement ce n'est pas seulement en France le cas. Donc ici on voit donc l'état des populations d'oiseaux et aussi l'état de conservation d'habitat. Donc ça vient d'un rapport de la Commission européenne et on voit qu'on a vraiment une situation très problématique. Donc pour les oiseaux, à peu près la moitié ou bien donc le côté vert, on ne sait pas, on n'a pas toutes les informations. Et pour le reste, ils sont menacés ou presque menacés. Et le côté habitat est encore pire, où il y a seulement 16% qui est dans un habitat favorable. De nouveau, on fait les parallèles. Maintenant, c'est ce côté, le parallèle dans le monde. J'ai ici une image des frontières planétaires, donc de planetary boundaries, et on voit vraiment le côté biodiversité, c'est spécifiquement rouge. Et un article qui est revenu dernièrement en juillet 2016 en Science montre qu'en fait que la perte de biodiversité, ça fait vraiment maintenant et à cause d'une perte des habitats, ça fait un temps pression sur les services écosystémiques qu'on est vraiment au-delà de nos frontières. Ça veut dire qu'on menace notre propre possibilité ou la possibilité de la nature de se remettre sur un niveau qui est bon et qui est aussi, ça menace aussi notre manière de vivre et la manière de vivre de beaucoup de gens dans le monde. De nouveau, on va en France. Donc, en France, on voit ici le Farm and Bird Index. C'est donc l'indice qui montre comment ça va avec les oiseaux communs et dans lequel BirdLife en général et tous nos partenaires font partie par faire le monitoring. Et en France, c'est le musée d'histoire naturelle, si je ne suis pas... je ne suis pas trompée. Et ici, on voit il y a des différentes lignes. Et la ligne jaune sont les espèces des milieux agricoles. Donc, on peut en fait regarder des espèces qui sont liées à certaines sortes des habitats. Et on voit que donc, la situation dans les milieux agricoles, c'est vraiment le pire. Et donc, c'est pour vous montrer, c'est pour ça que à BirdLife et les gens de la LPO, ils sont très fortement focalisés sur les habitats et sur la situation dans le milieu agricole. On peut même aller plus en bas, c'est juste pour vous montrer, on peut voir aussi la différence entre les contextes en prairie et le contexte en grande culture. Ça, c'est pour la Wallonie, donc pas trop loin d'ici. Et on voit aussi qu'ici, les problèmes dans les grandes cultures sont pires que problème des prairies pour le côté la Wallonie. Donc, on peut faire les analyses très en détail. Donc, on a une crise. Qu'est-ce que sont les causes de la crise? On voit qu'il y a un manque de ressources alimentaires. Où est-ce que les espèces doivent aller chercher à se nourrir ici? Il y a un manque d'habitat, de nidification. Ils doivent aller se mettre où? S'ils se mettent au milieu du champ, il n'y a pas de protection. Il y a une augmentation de vulnérabilité aux prédateurs, donc nouveau, ils se mettent au milieu du champ et c'est très facile pour les prédateurs pour aller chercher les œufs ou les petits oiseaux. Et il y a une augmentation de l'échec de reproduction. Donc ils n'arrivent pas à ce que leurs petits oiseaux peuvent s'envoler. Et on peut lier ça à certaines pratiques agricoles très spécifiques, donc une augmentation de pesticides herbicides, élimination des éléments de diversification, conversion d'habitats semi-naturels, labour de prairies permanentes, passage aux céréales d'hiver, mécanisation, etc. Donc on voit que, en fait, l'intensification des milieux agricoles en général, ça a des effets très spécifiques pour une espèce comme des espèces d'oiseaux. Et ce qui est important à comprendre, c'est pour que ces différentes espèces et pour que la biodiversité peut continuer et peut survivre, ils ont besoin de toutes ces choses. Ce n'est pas si on dit « Ah, mais on a adressé le problème de manque de ressources alimentaires, ils vont être bien ». Non, ils ont besoin de ressources alimentaires, ils ont besoin d'habitat d'unification, ils ont besoin de ne pas être vulnérables aux prédateurs, ils ont besoin de pouvoir reproduire et que les petits peuvent s'envoler. Donc c'est important que toutes ces choses vont ensemble.
Et on a vu que, en fait, ça va aussi ensemble avec une PAC qui, pendant des années et des années, a vraiment fait la pression sur l'autosuffisance alimentaire et sur l'augmentation de la production. Et donc, on voit aussi que cette intensification qui venait aussi côté des marchés et côté de la politique est allée avec cette perte de diversité dans le paysage. Et donc, des raisons principales sont aussi été identifiées par les États membres eux-mêmes, qui ont identifié l'agriculture comme une des raisons principales pour la perte de la biodiversité. Donc, toutes ces choses vont un petit peu ensemble. Qu'est-ce que la politique a fait? Elle n'a pas juste regardé la culture. D'abord, elle a regardé qu'est-ce qu'on peut faire côté vraiment protection, donc les directives oiseaux, les directives habitat, qui ont mis des taux, qu'on dit certaines espèces sont très importantes, on va les perdre, ou qui a fait aussi qu'on désigne certaines parties de notre paysage pour la protection spécifique, par exemple les zones Natura 2000. Et on a aussi la stratégie biodiversité pour 2020 qui va ensemble avec un processus plus international de Nagoya qui est donc, c'est comme les Nations Unies, donc tout le monde se met ensemble et se dit OK pour la biodiversité, c'est ça qu'on doit faire pour 2020 et on a des taux, des targets pour y arriver. Mais le problème est sur le niveau européen, on n'a presque pas de fonds pour la nature. Donc on a un fonds hyper petit de quelques millions d'euros qui va pour des projets spécifiques, mais il n'y a pas de fonds qui est vraiment là pour la nature sur le niveau européen. Donc ce qu'ils ont dit dans les stratégies, c'est on va commencer d'un principe d'intégration. Ça veut dire que la biodiversité et l'argent pour la biodiversité, on doit aller la chercher dans tous les autres fonds. Pas seulement chez l'agriculture, très important à savoir, mais aussi avec l'agriculture et aussi dans des politiques comme la PAC. Et spécifiquement, la PAC est inscrite sous le deuxième titre de la cadre financier pluriannuel de l'Europe, qui est croissance durable, ressources naturelles. Donc ça veut dire aussi qu'il y a des attentes de la politique qui viennent là-bas. Mais on a déjà vu, on a des bons exemples. Est-ce que, par exemple, les MAE ne peuvent pas attendre, ne peuvent pas répondre à la capacité d'inverser ces tendances? Et là-bas, on voit que oui, il y avait des réussites locales, et il y a des réussites locales, et il y a beaucoup d'agriculteurs qui font beaucoup pour ça, mais le problème, c'est que les faits globaux, donc sur l'échelle qu'on a besoin, on ne retrouve pas cela, et donc il y a une nécessité vraiment de changer les choses. Donc, pour la dernière PAC, la dernière réforme de la PAC, on parle maintenant de 2009, ensemble avec les autres ONG environnementales et avec les agriculteurs bio, on avait écrit ce papier sur la nécessité d'avoir une autre PAC, mais encore d'avoir une PAC. C'était très clair de la part des organisations environnementales. On s'est engagé à faire la protection pour l'argent, mais on voulait aussi qu'il y avait un retour pour les citoyens, il y avait un retour aussi pour l'environnement qui en sortait. Donc, est-ce qu'à la fin de cette histoire de verdissement, de la dernière réforme, est-ce qu'il y a ces biens publics qui sont retournés et là-bas, malheureusement, on voit que ce n'est pas le cas. Donc, ça, c'est un des derniers articles en Science aussi qui dit que, en fait, la réforme de l'agriculture n'a pas atteint les buts de biodiversité. Et aussi avec les ONG, on a fait une analyse sur la mise en œuvre. C'est nous qui l'ont fait parce que la commission, ça dure très longtemps avant qu'ils finissent leurs analyses. Donc on a fait nos analyses, on a commissionné nous-mêmes nos propres analyses et on a vu qu'il y a plusieurs problèmes dans la mise en œuvre. Les États membres ont demandé beaucoup de flexibilité et je peux dire un mot aussi sur le point des pesticides dans les zones d'intérêt écologique. Je vais en revenir dans quelques instants. Donc nous, on a vu qu'il y avait beaucoup de flexibilité et que, en fait, les États membres, ils ont toujours laissé les possibilités les plus faciles pour les agriculteurs pour répondre au verdissement, mais ne pas demander ce qu'ils ont vraiment été besoin pour la biodiversité. Et c'était la même chose dans le deuxième pilier, où on voit aussi un pas en arrière. Maintenant, très spécifique, sur la question
des pesticides dans les zones d'intérêt écologique. D'abord, ça s'appelle des zones d'intérêt écologique. C'est très important parce que, vous avez vu, les défis pour la biodiversité, c'est très grave. Et ça, c'est un risque, pas seulement pour la biodiversité, mais à la fin pour nous, parce qu'on en fait partie. On vit sur ce monde, on vit sur cette terre. Et donc, si on fait vraiment beaucoup de pression sur toute la biodiversité sauvage, on met aussi une pression sur nous-mêmes. Donc, qu'est-ce qu'ils ont demandé? Ils ont demandé d'avoir ces zones d'intérêt écologique. C'est très clair, c'est de l'espace pour la nature. Ici, il n'y a pas beaucoup d'espace pour la nature qui en reste, parce qu'il y a une manière de faire la culture qui est très intensive, qu'on comprend, parce qu'il y a des défis, il y a les marchés, etc. Mais ça veut dire aussi que si on crée un outil comme cet espace pour la nature, on ne voudrait pas qu'il y ait des pesticides qui viennent sur ça. C'est vraiment très petit, c'est les 5%. Et si maintenant on va encore mettre des pesticides dans ces zones d'intérêt écologique, c'est vraiment très, très problématique. C'est pour ça qu'on voudrait enlever ces pesticides et voir comment on peut gérer différemment. Mais j'en suis sûre que vous avez des questions après. Mais bon, voilà. En gros, je sais que ce n'est pas seulement nous qui n'est pas contente, mais quand je parle avec des agriculteurs, quand je parle avec des représentants de la filière, ils nous disent aussi qu'ils ne sont pas satisfaits non plus. Donc à la fin, personne n'est satisfait avec cette dernière réforme, et l'un pointe à l'autre. « Ah, c'est vous qui avez fait les flexibilités », et puis de l'autre côté, ça vient « Mais les ONG, ils demandent le verdissement, regardons ce qui est en sortie. » Rien, voilà. Donc pas vraiment la solution. Retournons à la luzerne. Est-ce que ça, c'est une solution pour nos problèmes environnementaux? Bon, il y a beaucoup des avantages, il y a beaucoup de choses qui sont bonnes. Je ne vais pas tous les lister, je l'ai listé un petit peu, mais vous avez entendu, il y a beaucoup de choses qui sont bien. Mais, bien sûr, c'est encore quelque chose qui montre, par exemple, l'outarde et la luzerne spécifiquement, avec la LPO, ils voient que ça a une possibilité très spécifique et très bonne. Mais ça a aussi ses côtés négatifs. Ce n'est pas une culture qui est le nouveau blé doré, disons comme ça, la luzerne dorée, et c'est seulement positif. Non. Aussi, là-bas, on doit regarder un petit peu comment on fait la gestion, c'est très important. On voit comment c'est mis dans l'environnement. Donc, s'il y a seulement la luzerne partout, ce n'est pas non plus la bonne chose. Il y a un risque de piège écologique, parce que c'est si attractif pour plusieurs choses de biodiversité, si ça vient tous et on coupe trop vite, en fait, on peut vraiment éliminer beaucoup de biodiversité dans la nature. Pour ça, donc aussi, ça, c'est un problème. On doit juste être conscient de cette piège. Et il y a des autres choses qui ne sont pas toujours positives, mais c'est important à savoir, il n'y a rien qui est seulement positif, qu'il y a des avantages et des désavantages. Donc, conclusion. Il y a une crise de la biodiversité qui est importante et dangereuse. Sur le niveau politique, il y avait de la bonne volonté, mais il n'y avait pas assez d'action, et à la fin, on a tous perdu. Et maintenant, ce qu'on demande, on demande un débat qui est ouvert et public avec tous les acteurs pour repenser comment la PAC va se positionner et pour aller à une situation gagnant-gagnant. Maintenant, avec la Commission vient d'avoir ouvert une nouvelle consultation pour la nouvelle PAC. Je sais, beaucoup d'entre vous ont peut-être encore... on vient de mettre en œuvre une sorte de PAC et on doit déjà penser à l'autre, mais c'est comme ça que ça va dans la politique pour l'instant. Et c'est pour le moment, avant le 2 mai, on peut tous répondre à la consultation et on a tous un intérêt à avoir les débats ouverts l'un avec l'autre pour qu'à la fin, on sort avec quelque chose qu'on peut tous dire que c'est quand même une politique qui est bien et dont tout le monde gagne ou gagne un petit peu. Merci beaucoup. Déjà, un premier sentiment, Éric Masset, par rapport à ce que nous a dit Tris, les choses avancent, mais ça n'avance pas assez vite, et c'est vrai dans les deux sens, personne n'est satisfait. Personne n'est satisfait, je ne sais pas, c'est vrai que c'est toujours compliqué, mais ce que je voudrais au moins dire, c'est qu'on a toujours été à COP de France Déshydratation à l'écoute des ONG, de la société civile, on a toujours voulu travailler ensemble, et de voir comment on pouvait avoir
cette agriculture productive, telle qu'on l'a dans cette région, avec l'attente de la société civile. C'est pour ça qu'on a beaucoup travaillé d'ailleurs avec LPO sur des bandes de luzerne, et ce qui fait qu'une coupe sur deux n'était pas fauchée, ce qui fait qu'en plus, que ce soit pour toute la biodiversité ou même les animaux, ça leur permettait d'avoir un abri. Comme quoi, une agriculture productive peut aussi avoir des solutions pour le bien-être de la biodiversité. Voilà. Et ce que je peux ajouter aussi, c'est dans notre région, même si c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de bois, etc., mais d'avoir des cultures comme la luzerne, ou même des bosquets ou des haies, permet d'améliorer cette biodiversité, permet aussi d'améliorer pour les abeilles, par exemple. Nous sommes une des régions où il y a une très grosse production de miel. Vous pouvez demander aux apiculteurs, alors même on est quand même dans une agriculture intensive. Voilà. Ce que je peux rajouter aussi, c'est que tout à l'heure, vous avez parlé des aménités, hein, des légumineuses, de la luzerne en particulier, on le sait, tout ça. Et c'est vrai qu'à un moment donné, on se dit, mais on est prêt, pourquoi pas, à faire un petit peu plus, enfin, faire plus. Mais à un moment donné, ces aménités, on demanderait à être payé, parce que si on a une partie de notre exploitation qui n'est pas cultivée, on peut pas, de toute façon, moi je suis agriculteur, j'ai des propriétaires, il faut que je paye le fermage, je dois gagner ma vie, nourrir ma famille. Donc à un moment donné, pourquoi pas avoir une rémunération de ces aménités? Vous avez parlé des MAE, c'est certainement une solution. Et je pense qu'on doit travailler sur les MAE. On a voulu créer une MAE luzerne, on n'y est pas arrivé. Mais peut-être que vous pouvez nous aider et qu'à ce moment-là, on arrive à trouver une solution ensemble. En tout cas, nous, on est preneurs. Les MAE, juste pour rappeler, pour éventuellement ceux qui ne savent pas, c'est mesures agro-environnementales. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que l'on peut parler plus facilement entre le monde justement de protection des oiseaux, de protection des ONG de manière assez large, et puis le monde agricole et d'autres secteurs? Donc je dois dire que c'est difficile. C'est toujours différent si on parle avec un agriculteur et une personne d'une ONG. C'est une conversation complètement différente si on est dans les associations. Dans les associations officielles, c'est très difficile de trouver le débat et de trouver l'accord parce que tout le monde se met directement derrière leur barrière et commence à s'attaquer l'une côté à l'autre. C'est ça qui est difficile. Et ce que j'entends aussi, que c'est sur le terrain, ça dépend vraiment beaucoup d'où on est exactement en Europe, mais il y a beaucoup de places où j'entends que c'est très difficile et que les gens, ils en ont marre parce qu'il y avait le verdissement, qu'est-ce que vous voulez de plus quand même, hein? Vous avez fait tout ce truc à Bruxelles, maintenant on doit tout faire ces zones d'intérêt écologique, est-ce que c'est pas assez, est-ce qu'on n'est pas encore arrivé, etc. Et là-bas, c'est difficile parfois d'expliquer. Ce n'est pas à la fin nous qui avons fait les décisions. Hein. Si nous, on pourrait imaginer une PAC, c'était une PAC qu'on avait proposée en 2009, qui était juste un pilier, qui n'était pas deux piliers, qui n'était pas avec tout ce truc qui est hyper compliqué à faire, mais qui était une différente manière de présenter les choses. Et ce qu'on doit faire maintenant, c'est d'essayer de retourner à ça et d'aller beaucoup plus ouvertement dans les choses. Et c'est pour ça aussi que je suis là et j'essaie de présenter les choses le plus objectivement possible. Vous avez le sentiment qu'il y a des pays où c'est plus simple qu'ailleurs? Il y a des pays où le courant passe plus facilement, où la discussion est plus simple? Non, je ne pourrais pas dire qu'il y a des pays où la situation est plus facile. Je pense que la situation est plutôt que le monde agricole est très grand. Et très souvent, ils disent « Ah, vous dites quelque chose sur un agriculteur, donc c'est quelque chose qui est directement à moi. » Même si, moi je sais, il y a une diversité qui est dans les filières, dans les différentes filières. Et ce qu'on cherche, c'est en fait, c'est de voir avec les différentes filières comment on peut faire les choses différemment. Si tout le monde se met toujours derrière le bloc agricole commun, disons comme ça va être très difficile parce qu'on va directement au niveau le plus bas, parce qu'on ne peut pas faire plus rien pour cette personne, donc tout le monde d'autre dit « Ok, lui il ne veut pas, donc moi je ne vais pas pousser ». Mais ce qu'on doit regarder, c'est plus se diversifier sur les différentes filières, comme vous le faites avec la luzerne, et comme d'autres le font aussi. Ça vous choquerait que des agriculteurs soient
rémunérés par rapport justement à leur engagement dans ce type de culture que vous préconisez, de mise en place de haies, de choses comme celle-là? D'aller encore plus loin, au contraire? Est-ce que vous pourriez être finalement les premiers supporters de ceux qui veulent aller de l'avant? Donc, il y a deux choses. D'abord, il y a le respect pour le principe de pollueur-payeur, c'est comme ça? On s'appelle ça comme ça? Vu les réactions, c'est comme ça, effectivement. Voilà, hein. Les gens compris. Bon, ça c'est le respect. C'est comme demander aux gens, vous conduisez sur la route côté droite et vous vous arrêtez devant le feu rouge. Pour des règles comme ça, on ne veut pas payer. Ça c'est très clair. Mais puis, on peut aller au-delà. Et au-delà, c'est vous mettez des bandes et vous ne coupez pas, je ne sais pas combien de temps, ça veut dire que vous perdez des revenus. Oui, il y a des possibilités à payer, bien sûr. On s'est beaucoup battu pour les MAE, on s'est beaucoup battu pour des vrais MAE, des MAE qui sont vert foncé et pas juste vert clair, et qui ont un budget qui est beaucoup plus grand dans les plans de développement rural. Et on voudrait bien voir que plus de l'argent qui va maintenant dans le verdissement, qui ne fait peut-être pas bien son boulot, va dans des MAE qui demandent vraiment plus des gens. Avec ça, on n'a pas de problème. Moi, je vous dis, vous prenez le problème à l'envers. Ce n'est pas en nous mettant des directives habitat, des directives oiseaux, des directives. À chaque fois que vous en mettez une, ça nous entasse. Donc on a envie de rien faire. Non, c'est vous mettez un grand objectif et vous descendez ça au niveau des régions et des micro-régions. Nous, on est dans une région Champagne-Crayeuse. Je m'excuse de prendre cet exemple-là, mais moi, je suis en région Champagne-Crayeuse. Demain, on ne va pas refaire du bocage en Champagne-Crayeuse. C'est-à-dire que les éléments qu'on va développer sur notre territoire vont être totalement différents des éléments qui vont être développés, même rien que dans les régions périphériques du département. Donc, il faut nous laisser un certain nombre de choix avec un objectif de résultat. Je suis d'accord avec vous, parce que je pense que la biodiversité, telle qu'on est parti, dans quelques années, on va le payer très cher, parce qu'aujourd'hui, on n'est pas trop des multiplicateurs de semences, malgré que Thierry en est un. Et on sait que la pollinisation, elle participe pour 17% à la production mondiale. Aujourd'hui, on n'est pas très concerné. Demain, on ne sait pas les cultures qu'on va faire avec les changements climatiques. Donc, il faut y être très attentif. La luzerne est certainement un bon exemple, avec les bandes dont on a parlé. Mais moi, je pense qu'il faut arrêter de vouloir nous imposer par le haut. Il faut au contraire laisser toutes les initiatives au niveau des régions, avec un objectif. Et là, vous aurez du répondant. Benoît Collard, juste une chose. Non, attendez. Juste avant que Tris réponde, Benoît Collard, vous pouvez juste en 2 minutes nous rappeler ce qu'est Symbiose, parce qu'il y a des gens ici qui ne savent pas nécessairement. Il y a des gens qui viennent un petit peu partout. Oui, donc l'association Symbiose a été créée en 2012, et en réalité, on est arrivé à mettre autour de la table les agriculteurs, les chasseurs, à l'origine la LPO. Bon, aujourd'hui, on est un petit peu en froid, mais ça va se refaire. On a les apiculteurs. On a les vignerons, on a les coopératives, on a tout le monde est autour de la table et on réfléchit sur des projets. La notion de symbiose, c'est pour des paysages de biodiversité. Donc, vous voyez qu'on est en plein dedans. Et actuellement, on est en train de développer un projet sur Tilloy-Bellay, qui va nous prendre un certain nombre d'années, où on s'est fixé comme objectif de réaménager tout le territoire de Tilloy-Bellay, donc en gros 3000 hectares, mais avec des éléments qui sont sur notre territoire. Exemple, les bordures de chemin. Ça paraît quelque chose d'anodin. Il faut savoir que dans tous nos territoires, on a des kilomètres de bordures de chemin. Aujourd'hui, on a une gestion à peu près toute identique. C'est le broyeur, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Donc gazon. Quand vous faites venir un spécialiste et que vous laissez un bord de chemin tel qu'il est, même s'il est qu'en graminées, il va abriter une palette d'insectes dont on ne peut pas imaginer le nombre. Donc ça, c'est un petit élément. Après, vous avez bande de luzerne, vous avez les délaissés, vous avez, par exemple, il y aurait quelque chose qui marche très bien, c'est laisser des grandes éteules après la moisson, des bandes dans nos champs. Manque de chance, la PAC nous l'interdit puisqu'il faut qu'on couvre. Donc, moi, ce que je vous demande, c'est d'agir au niveau de la PAC, mais pas de vouloir révolutionner la PAC. Venez nous voir, et nous, on va vous donner des éléments qu'il faut mettre dedans, mais surtout, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait une continuité. Arrêtons de changer la PAC tous les ans.
Premièrement, ça énerve les agriculteurs. En plus, ça bloque les DDT, et donc, comme vous le dites, personne n'est content. Alors, Tris, à vous. Donc, ce que je pense, c'est que vous êtes en faveur d'un pilier 2. Le principe du pilier 2 est exactement ce que vous dites. Le deuxième pilier, c'est de l'argent qui vient de l'Europe, qui est mené ensemble avec l'argent qui vient de la part de la région, et puis tous les acteurs se mettent sur la table, ils font une analyse SWOT, the threats and the weaknesses and opportunities and everything else. Donc, ils vont d'une analyse très approfondie, et puis ils vont voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Est-ce qu'on doit faire des MAE? Sur quoi? Est-ce qu'on doit faire des choses plus sur l'eau, plus sur le sol? Ou qu'est-ce que la situation aussi pour le marketing? Qu'est-ce que la situation pour les côtés bio, etc. Donc ça, c'est beaucoup plus le côté deuxième pilier. Nous, on était 100% en faveur d'un deuxième pilier. C'était notre proposition de 2009. Un pilier qui est comme le deuxième pilier, qui est pluriannuel, qui fait vraiment des contrats avec des agriculteurs pour leur demander de faire des choses très spécifiques, très focalisées dans certaines choses, après avoir fait une analyse et avec tous les acteurs régionaux qui sont autour de la table. Si vous êtes en faveur de ça, je vous invite à aller le dire à vos représentants à Bruxelles et de leur demander de mettre beaucoup plus d'argent dans le deuxième pilier et d'avoir un deuxième pilier qui marche vraiment. Et on est à vos côtés. La deuxième chose, c'est le côté résultat. C'est vrai, et maintenant je pense qu'il y a beaucoup plus d'envie aussi sur le niveau européen pour aller à des choses qui est beaucoup plus mis avec l'idée sur le résultat. On est d'accord avec vous, mais parfois c'est aussi difficile parce que si on fait des résultats avec des oiseaux et les oiseaux ne sont pas chez vous 7 jours-là et le contrôleur vient, qu'est-ce que vous lui dites? Je l'ai vu hier, je vais le voir demain. Donc, ça peut aussi donner des difficultés. Non, je vous dis seulement, d'une manière, gérer de l'argent qui vient de l'Europe, ce n'est pas super facile. Si on veut avoir de l'argent, parfois, ce n'est pas super facile, mais sur le principe, on est d'accord et on peut penser à ce qu'on peut faire. On ne veut pas avoir tous directives oiseaux et directives habitat parce que ça nous embête. Je comprends que ça vous embête, mais ça, en fait, vraiment aider les choses. Il y avait une hyper grande analyse qui a été faite des 2 directives, il y a juste 1 ou 2 ans. Ils ont montré que ça a vraiment aidé les espèces de revenir. On a aussi une stratégie de biodiversité qui n'est pas obligatoire et qui dit seulement on va intégrer quelque chose là-bas, il y a beaucoup de grands mots. On n'y arrive pas. On est en 2017 déjà. La stratégie pour 2020, je vous dis, on va avoir un échec. On avait déjà un échec parce qu'on avait déjà une stratégie qui allait pour 2010. Qu'est-ce qu'on doit faire? On continue à faire des stratégies, à faire des grands mots et tout ça? Parfois, on a besoin aussi de la législation qui est vraiment contrainte parce que c'est la seule manière de faire revenir des choses. Mais puis, on doit aussi travailler avec, par exemple, les plans de développement rural pour faire l'autre côté de la politique. Donc, mais quand vous êtes en faveur d'un deuxième pilier, je suis avec vous. Merci, Tris. Il y avait d'autres questions au centre, là. Alors, il y en a une là. Si vous voulez descendre au 5e rang. Levez le bras, monsieur, parce que voilà, c'est plus simple pour... voilà. Et puis, il y en aura une autre après, là-haut. Voilà. Oui, bonjour. C'est dommage, je n'aurais pas parlé de la disparition des milliers d'oiseaux, des dizaines de millions d'oiseaux même, qui sont, enfin, disons, il y a une étude qui a été faite depuis plusieurs années en Australie, aux États-Unis, puis dans beaucoup d'autres pays. Et la découverte, c'est que les prélèvements, c'est par les chats. Et la LPO, ils doivent être au courant, je pense. J'ai pas compris. On n'en entend pas chats. parler du tout. Par des chats. Des chats. Des cats. Des cats, ah, les chats. Ah, c'est à cause des chats. Ah, pardon, oui. Enfin, je ne m'avais pas attendu à une réaction comme ça. Pardon, oui. Donc, la LPO, là, on n'en entend pas parler du tout. Je pense qu'ils doivent être au courant, forcément, je pense. Oui, donc c'est vrai. Les chats domestiques, oui. C'est vraiment un problème. Pas seulement pour les oiseaux, mais aussi pour les souris. En fait... Non, Vous rigolez, là, mais rigole bien, mais c'est vrai.
c'est vraiment un problème aussi pour la biodiversité. C'est parce qu'on entre une espèce qui n'était pas là dans le passé, dans un habitat, et on voit que cette espèce chasse certaines autres espèces, et donc ça les met sous pression. Mais ça veut pas dire que ce n'est pas quelque chose... Mais non, mais je reconnais le problème. La seule chose, c'est que ce n'est pas la seule problème. On a fait beaucoup d'analyses aussi, et les chats, ça fait un problème sur une sorte de la biodiversité et dans une sorte de partie, mais ce n'est pas la seule problème. Ça ne nous résout pas tous les autres éléments qu'on a besoin pour que les oiseaux et les espèces survivent. Question Oui, moi, je suis maire d'une commune, j'ai 300 hectares. Oui, représentez-vous à chaque fois, pardon. Où il y a 300 hectares d'une ancienne base aérienne. On a empilé 7 directives différentes. Donc depuis 20 ans, on est avec les associations, LPO, les fleurs, les plantes, puisqu'on a les espèces rares, les espèces en voie de disparition. Et donc on va avoir des pénalités de la communauté européenne parce qu'on n'a pas appliqué les directives qui protégeaient les espèces de champagne crayeuse, de pelouse calcaire sèche. Mais on n'y arrive pas parce que s'il faut couper un arbre, on a une organisation qui ne veut pas, parce qu'on risque de détruire la fleur qui est à côté. Et donc ça fait 30 ans que c'est resté tel que. Donc la pelouse calcaire, la nature fait bien les choses, donc se referme progressivement. Et maintenant on a des broussailles. Et on n'a plus d'oiseaux de pelouse calcaire sèche. L'objectif premier de la protection. Merci. C'est plus un témoignage, parce que je pense que Tris y est pour horaire. Hein. Pas personnellement. Ah. Voilà. Écoutez, on va vous dire un très grand merci. Vous avez dit tout à l'heure que vous pouviez parler, c'est assez simple de parler avec un agriculteur. Là, vous avez parlé avec 350 et ça s'est vachement bien passé, je trouve. Merci à vous et bravo. Merci.